Voilà, nous allons donc commencer cette table ronde qui est intitulée Les youtubeurs entre livres, art et savoir. Nous avons 3 communicants que je vais vous présenter au fur et à mesure de leur communication. Alors nous allons commencer par Bastien Louessard. Bastien Louessard qui est chercheur junior à l'École des médias et du numérique de la Sorbonne. Et sa communication va s'inscrire dans une recherche postdoctorale plus vaste qui a donné lieu à un livre qui est à paraître aux Presses des Mines, qui s'intitule « Scènes de la vie culturelle, YouTube, une communauté de créateurs ». Donc je ne vais pas redire le titre de votre communication, puisqu'elle est affichée depuis un moment. Bonjour à tous. Oula, je parle un peu moins fort. Oui, je me suis intéressé à la figure des youtubeurs, à leur parcours et à leur place dans le réseau. Donc oui, par avance, désolé si par hasard je fais des ellipses sur certains points, n'hésitez pas à me les demander en précision. Mais comme du coup j'étais en coécriture sur 2 choses à la fois, c'est possible que j'ai laissé passer des aspects. La problématique de ma recherche, c'est donc de savoir d'une part qui sont les youtubeurs et d'autre part quelle est la place des réseaux et de la collaboration dans leur carrière, dans leur progression et dans leur avancée. Elle structure en 3 points. Bon, je vais peut-être pas vous les relire, vous les voyez là. Un monde de l'art comme les autres, un monde de l'art au cœur des autres, et ensuite plus particulièrement sur les pratiques collaboratives et relationnelles. La méthodologie de l'entretien, elle est sur 36 entretiens compréhensifs. Donc tout d'abord, le gros du corpus, c'est autour de youtubeurs de fiction qui collaborent ou ont une chaîne de plus de 100 000 abonnés, ou ont eu ou ont collaboré, de plus de 100 000 abonnés. Donc c'est un palier assez haut. Je ne sais pas si je le referai aujourd'hui, pour être tout à fait honnête. Donc voilà la liste des youtubeurs en question. Donc derrière les lettres, MXC c'est pour Mixicom, SB c'est pour Studio Bagel, GM c'est pour Golden Moustache et EDM c'est pour Endemol. Donc c'est les sociétés de production ou les MCN auxquelles ils sont rattachés. Sachant que Casa, Karim Hachemi et chez Mixicom aussi, je l'ai oublié, je le vois. Ensuite, 5 comédiens et auteurs de moindre notoriété, mais qui appartenaient à cette communauté de créateurs. Donc c'était volontaire, c'était d'essayer de voir aussi comment rentrer dans cette communauté, donc prendre des créateurs qui semblaient intervenir dedans par des collaborations, parce qu'ils existaient dans leur réseau, y compris leur réseau de relations Facebook. Je me suis aussi intéressé à des créateurs qui pouvaient avoir 35 amis en commun avec les créateurs rencontrés, où là je me disais qu'il y avait peut-être une raison, et essayer de les rencontrer. Et donc là ça a donné lieu à Alison Chassagne, Ambroise Carminati, David Salle, Sophie Imbeau et Swan Périssé. Donc c'est un choix qui s'est quand même assez vérifié, puisque entre-temps Sophie Imbeau a rejoint le lab de Golden Moustache, Alison Chassagne a commencé à faire des collaborations avec d'autres youtubeurs du corpus, Ambroise Carminati est passé sur Comédie et a fait hier une collaboration avec Cyprien. Bref, il commence à exister un peu plus là-dedans, et Swan Périssé a dépassé les 100 000 abonnés entre-temps. Voilà, précision, c'était pas du tout une prérogative de mon corpus, mais il s'avère que tous les créateurs vivent de leur activité créatrice. Ils sont tous intermittents ou auto-entrepreneurs, ou peu importe le statut, mais ils vivent tous, pas forcément extrêmement bien, mais tous de leur activité créateur. Ensuite à ça, j'ai rajouté 5 entretiens avec des responsables de MCN français, donc 2 responsables de Golden Moustache, l'ancien directeur artistique et fondateur, le fondateur et directeur, la chargée de production de Studio Bagel, le chargé de développement de Studio Bagel, et le directeur de Endemol Beyond, qui est devenu Endemol Shine Beyond entre-temps. Donc Adrien Labastire, Julien Brault, Mathieu Marot, Vanessa Bria et Vladimir Rodionov. Et le directeur du YouTube Space parisien et 2 cadres du CNC qui sont justement chargés de la mise en place du fonds YouTube au CNC. Voilà, donc quelques conclusions, tout d'abord, quelques résultats. Tout d'abord, pour moi, YouTube la création sur YouTube est un monde de l'art comme les autres. C'était une question que je m'étais posée, et plusieurs aspects m'amènent à penser ça. Tout d'abord, alors si comme dans les autres mondes de l'art, la formation n'est pas une condition d'accès à ces professions, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, comme dans le métier de comédien, de réalisateur ou beaucoup de métiers de musicien, à part peut-être les musiciens de musique classique, il n'est pas nécessaire d'avoir une formation, d'avoir un diplôme pour entrer dans ces métiers. Néanmoins, il y a une vraie prédominance des formations artistiques. La plupart des créateurs rencontrés avaient suivi des formations de comédiens ou des formations au métier de l'audiovisuel. Donc par exemple sur les créateurs, 18, alors je précise qu'ils ont pu suivre les 2 formations. 18 avaient suivi des formations professionnalisantes de comédiens, cours Florent, cours Simon, bon, bref, vous les voyez.
5 avaient suivi des formations au métier de l'audiovisuel. Donc ça, c'est le corpus que j'ai rencontré, mais si on étend de manière un peu plus large sur les autres créateurs, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi. Typiquement, Norman a une licence de cinéma, son père est directeur d'une école de cinéma. Donc on n'est pas du tout au-delà de l'imaginaire du créateur autodidacte, c'est quelque chose qui existe, c'est une fiction qu'il faut pas, c'est une réalité qu'il ne faut pas nier, mais c'est une réalité bien moins importante que la façon dont elle peut être promue. Il y a aussi un fort décloisonnement des voies d'accès. C'est-à-dire que les formations annexes, si on peut dire, des pratiques culturelles, se retrouvent et permettent, entre guillemets, d'accéder à ces formations. C'est quelque chose qui a aussi pu être constaté, donc je précise que c'est des choses qui ont pu constater, notamment pour le cinéma, pour le court-métrage, pour le théâtre. C'est quelque chose qu'on retrouve là aussi, des métiers comme des écoles techniques, des écoles artistiques, graphistes, des choses comme ça, et puis des formations Sciences Po, école de commerce, qui vont à l'inverse, plutôt permettre de structurer. Alors, c'est souvent ceux qui veulent monter eux-mêmes leur propre MCN ou leur propre structure, être indépendants. Mais on voit comment, par exemple, un réalisateur va devenir comédien, comment un comédien va devenir lui-même réalisateur. Il n'y a pas une voie d'accès unique à ces métiers. Et ce qui rejoint d'une certaine manière la notion d'auto-formation, même si je l'ai dit, il y a assez peu d'autodidactes dans mon échantillon, il y a une très forte part d'auto-formation, notamment parce que les créateurs vont essayer de se former à différents aspects techniques, différents métiers. Là, encore une fois, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de métiers de monde de l'art, notamment le court-métrage ou le théâtre, parce que être formé à plusieurs métiers, c'est la possibilité d'avoir plus d'activités, c'est la possibilité de créer ses propres projets. Si on est réalisateur, si on est auteur, on peut tourner soi-même les vidéos, écrire soi-même les vidéos pour tourner dedans. Vous avez pu le voir, il y a énormément de créateurs de collectifs. Typiquement, être auteur ou être réalisateur chez Golden Moustache, c'est l'assurance d'avoir un rôle plus facilement, puisqu'en proposant quelque chose en réunion d'auteur, on peut s'y proposer comme auteur. Voilà, un exemple de Nicolas Bernot qui explique que pour lui, se former, c'était pas une autoprogrammation ou l'envie de tout contrôler, mais plutôt parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent et que c'était le moyen de plus facilement monter ses projets. Je vous laisse la citation un instant. Je vais peut-être un peu vite, je suis désolé. YouTube, c'est aussi, toujours selon moi, un monde de l'art au cœur des autres mondes de l'art, donc pas un monde de l'art isolé. D'une part parce qu'il y a des liens assez nombreux avec d'autres mondes de l'art, notamment en l'occurrence la télévision. Je vous ai mis une petite mosaïque des créateurs rencontrés. Je précise que je parle pas de vidéastes, je me suis beaucoup posé la question, je parle pas de vidéastes parce qu'en fait il y en a qui sont que comédiens, il y en a qui sont auteurs, il y en a qui sont réalisateurs. Et pour moi, vidéaste, ça impliquait au moins, alors peut-être ai-je tort, mais au moins d'écrire ou de réaliser les vidéos, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Mais je veux bien soumettre cette définition à discussion. Donc ça, c'est ceux qui ont eu un programme qui a été diffusé à la télé ou un programme nativement à la télé. Ça, c'est ceux qui ont été auteurs pour la télé ou pour la radio. Donc voilà, pour vous montrer qu'ils sont nombreux. Au-delà même de ces youtubeurs, c'est les cas de chroniqueurs venus de YouTube, de séries avec des acteurs de YouTube. Studio Bagel qui fournit aujourd'hui la quasi-totalité des programmes courts de Canal et qui a même été intégré à la création originale de Canal. C'est quelque chose d'assez vérifiable. Pour Van Dijk, dès 2017, pour lui, les plateformes étaient devenues donc The Home Depot of the Television Industry, donc un peu le magasin où on trouve tout de la télévision, le magasin de fourniture de la télévision, de l'industrie télévisuelle. Moi, j'irais plus loin en disant que YouTube est un peu une sorte de pépinière et d'incubateur pour les chaînes de télévision qui vont à la fois y laisser grandir, entre guillemets, des talents qu'elles pourraient potentiellement mettre à l'antenne, mais aussi tester des formats qui n'auraient pas forcément spontanément trouvé leur place dans la grille de programmation. Récemment, Canal+, avec Studio Bagel, vient par exemple de mettre un programme audio diffusé, donc un programme qui a été repéré sur Internet, qui a été développé sur YouTube et ensuite mis en ligne. Studio Bagel le fait énormément et c'est même la volonté, le directeur du développement le visionne comme ça. Tout programme qu'on développe à terme a vocation à se retrouver à l'antenne. Il y a aussi d'importants liens avec d'autres univers de la création. On retrouve énormément de liens avec la blogosphère BD par exemple. Alors au-delà du fait, je viendrai tout à l'heure, que beaucoup de youtubeurs ont eux-mêmes été blogueurs ou blogueurs BD, mais il y a énormément de liens avec la blogosphère BD. Par exemple, Pénélope Bagieux, Balag, Bastien Vives vont souvent faire des featuring dans des vidéos, des guests ou des choses comme ça, que ce soit dans Bref. Donc personnellement, j'ai tendance à considérer Bref comme une création qui appartient à l'univers web, et c'est le cas d'énormément de créateurs rencontrés.
ou dans les vidéos par exemple du Golden Show au début. Dans le Golden Show, on retrouve Pénélope Bagieux comme featuring par exemple, en featuring par exemple. Mais au-delà de ces liens, il y a tout simplement les pratiques de création des créateurs qui outrepassent largement YouTube. Voilà, ces quatre-là sont auteurs de BD ou dessinateurs et auteurs dans le cas de Davy Maurier et directeur de collection d'ailleurs chez Delcourt dans le cas de Davy Maurier. Donc on a véritablement un auteur qui a publié beaucoup, qui dirige une collection. Ces cinq-là sont musiciens et se revendiquent comme musiciens. Grand Pamini va sortir un album, Gaël Mektoub, celui avec la casquette au milieu, et à son troisième album avec son groupe Jolamouk. Voilà, on a vraiment des artistes qui se revendiquent comme musiciens dès le début de l'entretien. Alors évidemment le cinéma avec des formats courts, avec des formats longs, en tant qu'auteur, en tant que réalisateur ou en tant qu'acteur. Plusieurs d'ailleurs ont gagné des prix dans des festivals, au Nikon ou des choses comme ça. Donc plusieurs sont arrivés en ayant déjà un parcours en festival et sont arrivés sur YouTube par la suite. Si on prend le cas d'autres créateurs, par exemple les Parasites, une bonne partie de leurs vidéos ont connu une longue vie en festival avant et ont eu des prix. Puis d'autres qui sont aussi tout simplement, sans forcément qu'on puisse peut-être parler de monde de l'art, mais ont une activité assez présente sur Internet en général, avec Twitter, avec MySpace, avec des blogs, notamment des blogs BD évidemment. Ces activités sont pas sans lien. Par exemple, Marjorie Lenohan, tout à droite, a été repérée sur Twitter parce qu'elle était sur Twitter. On lui a proposé de devenir auteure de télévision. Elle voulait être comédienne depuis longtemps. Elle avait suivi une formation de comédienne. Et une fois qu'elle avait écrit pour la télévision, qu'elle s'était dit qu'elle pouvait le faire, qu'elle avait commencé à faire, qu'elle avait créé une communauté sur Twitter et qu'elle avait une formation de comédienne, elle s'est dit qu'à première vue, peut-être qu'en mélangeant tout ça, elle pouvait créer elle-même ses vidéos et elle a commencé à faire des vidéos sur Internet. Donc de son propre aveu, sans aucune compétence technique, mais elle a commencé à faire ça, puis elle a été repérée par MCN qui a fait un peu un casting pour créer une chaîne de filles, et ainsi de suite. Mais donc cette activité en ligne, elle est pareille pour Grand Pamini, qui a découvert Gaël Mektoub en ligne via des plaisanteries sur MySpace à l'époque et des featuring sur MySpace, et il a fini par jouer dans 10 minutes à perdre, et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à la télé sur Canal+. Donc on a quand même une activité assez importante. Le stand-up, alors le stand-up c'est sans doute le lien le plus important que j'ai trouvé dans ma recherche. Il y a des liens vraiment extrêmement importants dans les deux sens. Beaucoup d'artistes de stand-up qui vont sur YouTube. Alors certains pour être vus, parce que ça assure une visibilité, ce qui est le cas de... alors oui, je vais vous montrer la programmation du Paname Comedy Club. Donc dans ma communication, j'avais mis la date du 9 octobre où on voyait 11 artistes sur 15 qui avaient une activité sur YouTube et qui étaient youtubeurs par ailleurs. Là... pour la date d'hier, c'est tous ceux-là qui sont eux-mêmes youtubeurs par ailleurs. Donc on voit quand même qu'il y a une assez forte importance sur les scènes ouvertes des youtubeurs. Beaucoup de youtubeurs se sont même rencontrés sur des scènes ouvertes. Si on prend le cas de Bref, et c'est aussi pour ça que je mets Bref dans la catégorie de l'écosystème YouTube, Bref est notamment issu du Bordel Comedy Club qui était une scène ouverte où beaucoup de youtubeurs se sont rencontrés, beaucoup de créateurs se sont rencontrés, beaucoup ont collaboré à Bref, et d'autres sont se rencontrés sur Bref et ont par la suite collaboré. C'est par exemple le cas de la chaîne Parlons peu, Parlons cul, où les deux créatrices se sont rencontrées sur Bref et sur le Bordel Comedy Club avant de collaborer en disant tiens on va créer une web-série ensemble. Donc je revenais les liens qui amènent à passer de YouTube au stand-up notamment, c'est des pratiques artistiques qui se nourrissent un peu mutuellement. Par exemple, pour les stand-uppers, c'est la possibilité par exemple d'être visible. C'est le cas de Greg Romano qui explique que lui, il a un spectacle un peu particulier où il parle d'une maladie génétique qu'il a, et pour lui, le spectacle lui permet de se faire une notoriété et d'amener des gens. Après, ce lien, il est aussi dans les deux sens, c'est que beaucoup de youtubeurs vont décider d'aller sur YouTube parce qu'ils vont être repérés, parce que certains de leurs pairs sont eux-mêmes sur stand-up, pardon, parce que certains de leurs pairs sont eux-mêmes stand-uppers et vont venir faire des scènes ouvertes, s'essayer une fois, s'essayer deux fois, puis commencer à faire un spectacle. Après, il y a des liens encore plus ténus, puisque par exemple Navo, donc le co-créateur de Bref, qui est aussi un auteur de stand-up et metteur en scène de stand-up, a été directeur artistique de Golden Moustache pendant une saison et a amené des créateurs à collaborer puisqu'il avait besoin d'artistes avec lui. Donc il a notamment invité Lucien Men et Greg Romano à écrire sur Golden Moustache. Ils se sont pris au jeu, ils sont restés, donc Greg Romano notamment pour la visibilité, mais aussi parce que ça leur faisait une activité mieux rémunérée et puis ça leur permettait aussi de créer plus quotidiennement, plus régulièrement. D'ailleurs, les scènes ouvertes, je pense qu'on peut faire un parallèle avec. Je parlais de logique d'incubation pour les télés. Je pense qu'on peut faire un parallèle puisque, par exemple, le Paname Comedy Club, qui est une grosse scène ouverte parisienne, appartient à Kader Aoun. Kader Aoun, qui est l'un des plus gros producteurs de spectacles stand-up et spectacles d'humour en France. Et là aussi, pour lui, c'est une logique d'incubation. Enfin, en tout cas, c'est mon interprétation. Ça sera à vérifier sans doute. Mais c'est une scène ouverte où des artistes peuvent venir, sont repérés, sont ensuite produits.
Kader Aoun qui a par exemple repéré Norman, qui l'a produit, qui a travaillé avec son spectacle pour l'amener sur scène. Donc on est vraiment sur une logique d'incubation et des choses finalement assez proches. Pour finir sur les pratiques collaboratives, donc c'est des pratiques collaboratives qui sont omniprésentes, on les retrouve à tout moment. J'ai essayé de faire rapidement un tableau mais qui est sans doute illisible à l'image, mais ce que vous voyez en noir c'est les chaînes des créateurs, donc en croisé les noms et en haut les chaînes. Ce que vous voyez en noir c'est les chaînes des créateurs, ce que vous voyez en hachuré c'est les collaborations. Donc à chaque fois qu'il y a un hachuré c'est un créateur qui a collaboré. Donc en haut vous voyez les créateurs qui ont le plus collaboré, en bas ceux qui ont le moins collaboré, donc pas collaboré. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'ils sont éloignés, mais c'est certain, c'est des directeurs artistiques ou c'est des choses comme ça, donc ils ne collaborent pas directement. Et donc on voit qu'il y a quand même une forte collaboration. J'avais noté pour la préparation, sur les 30 créateurs rencontrés, il y en a 7 qui ont participé à Bref, donc on est quand même sur une ancienne génération, 22 qui ont participé aux vidéos de Golden Moustache et Studio Bagel, et 7, et finalement ça s'est rallongé, qui ont participé à la chaîne Parlons peu, Parlons cul. Pour vous dire à quel point ça s'intensifie, chaque semaine je rajoute une ou deux cases sur le truc parce que les gens qui étaient extérieurs rentrent dans le réseau de collaboration. Je suis à la fin, c'est ça ? 2 minutes. Bref, cette collaboration, c'est avant tout une logique c'est d'une part une logique stratégique, c'est un moyen de partager une communauté, une visibilité. C'est quelque chose qui a déjà été documenté, donc je ne vais pas forcément m'arrêter longtemps dessus. La notoriété devient ici une monnaie d'échange. C'est aussi une incitation de la part des MCN. On parlait tout à l'heure des MCN, de leur logique de valorisation, de placement de produits. Typiquement, Mixicom, quand il finance une chaîne, il laisse relativement une grande liberté d'après les créateurs. Par contre, dans le cas de Parlons peu, Parlons cul, il a exiger qu'un guest soit présent à chaque épisode. C'est pour ça que la série commence avec Cyprien et régulièrement des youtubeurs de plus ou moins grande importance qui participent. Mais c'est aussi un aspect stratégique à nuancer puisque d'une part il y a une logique de reconnaissance. C'est quelque chose qui aussi a été documenté notamment dans le milieu du rap avec Karim Amou qui a montré que le featuring c'était un moyen de reconnaissance, de visibilité, mais c'est aussi un moyen de reconnaître mutuellement le travail de l'autre. Puis tout simplement c'est des liens qui outrepassent largement YouTube. Il y a énormément de liens antérieurs, de famille, d'amis, de camarades d'études, des collectifs qui sont nés de camarades. J'ai une petite citation ici mais on n'aura pas le temps de la voir, mais Slimane Baptiste Beroun qui existe, donc l'un des membres principaux du collectif French Nerd, qui explique que dans ses premières séries il jouait tout le temps avec son meilleur ami mais qu'il se voyait pas, qu'un coup il était un robot éteint et tout, et qu'il a créé sa première série en tant qu'auteur et en tant que réalisateur parce qu'il voulait jouer avec son meilleur ami, avec qui il faisait des vidéos enfants et avec qui il voulait jouer. Des liens issus d'autres mondes de l'art, énormément de collaborations qui vont naître par exemple dans les coulisses du Paname Comedy Club ou des choses comme ça. Et des amitiés réelles, notamment un bon moyen de le voir parce que la phrase de c'est des amis pourrait sembler un peu bateau, mais régulièrement dans les entretiens c'est ah oui t'as vu Nicolas hier il me l'a dit, ah oui t'as vu machin. Donc c'est des gens qui se voient quand même relativement quotidiennement et qui savent assez pour parler ne serait-ce que de ma présence. Je me suis demandé si les youtubeurs n'étaient pas des animaux sociaux parce qu'ils ont énormément de relations. La phrase c'est un petit monde sort régulièrement mais c'est un petit monde qui semble ne pas avoir de limite. La blogosphère BD, la télé, c'est des gens et des relations qui semblent entretenues. Voilà, c'est une question que je me suis posée, je n'ai pas encore beaucoup de réponses là-dessus. Et il y a une logique de co-création qui est importante où entre amis on va créer, on va se revoir, on va dire ah tiens faudrait qu'on fasse ça, mais je passe un peu vite dessus, excusez-moi. Il y a aussi une idée de confort et d'entraide. C'est des partenaires de galère, c'est des gens, il y a une économie un peu de la bidouille, comme dans le court-métrage, comme dans le théâtre, comme dans ce genre de choses. Souvent des personnes qui vont participer gratuitement à des chaînes, et dès qu'on arrive à être payé, à avoir un cachet, l'idée c'est tout de suite de les faire revenir sur les vidéos pour les pouvoir leur faire participer. Et puis eux-mêmes le disent, une logique de confort, à partir du moment où on travaille souvent, on doit faire 4 vidéos, c'est souvent des tournages de 4 vidéos dans une journée. Donc quand on a des tournages aussi intensifs, c'est bien d'être avec des gens qu'on connaît, des gens à qui on a confiance et des gens avec qui on se sent bien. Et c'est les pratiques collaboratives constituent de cet écosystème, comme tous les mondes de l'art. Il y a un YouTube Nest pour Burgess et Green et qui permet une certaine reconnaissance artistique et professionnelle. Le fait d'appartenir à ce réseau fait qu'on est youtubeur, fait que la profession de youtubeur existe. Voilà, en conclusion, alors je précise juste, j'ai rencontré essentiellement des créateurs professionnalisés qui avaient une activité plutôt ancienne et souvent membres de collectifs. Donc c'est sans doute une grosse nuance à mettre sur mon propos. Mais c'est un constat quand même. En conclusion, pour moi, YouTube est un monde de l'art qui semble être un monde de l'art plutôt comme les autres, en tout cas qui a beaucoup de liens avec eux, qui a plus de liens que de différences. Le réseau est un vecteur d'inclusion et YouTube est une sorte de buddy business comme ça a pu être montré par exemple sur la musique. Et la dernière chose, je pense que YouTuber est une notion empreinte d'un certain déterminisme technique. Et là, je me positionne peut-être en opposition avec à peu près tout ce qui a été dit depuis ce matin. Parce que je pense pas qu'il y ait de genre ou de style YouTube. Je pense pas que les YouTubers soient des créateurs extérieurs au monde, en tout cas ceux que j'ai rencontrés, extérieurs au monde de la création, aux industries culturelles, mais plutôt des créateurs qui se sont saisis de ces plateformes, comme ils se sont saisis du court-métrage, comme ils se sont saisis du stand-up, comme ils se sont saisis bref, comme ils se sont saisis du reste pour essayer d'exister et de créer. Voilà, je suis désolé, j'ai un peu dépassé. Merci beaucoup. Donc on va garder
Les questions pour la fin de vos interventions. Et donc, le temps que Lorraine Feugère s'installe, je vais donc vous la présenter. Lorraine Feugère, vous êtes doctorante en sciences de l'information et de la communication et vous conduisez des travaux de thèse actuellement qui portent sur la construction d'un espace de médiation littéraire par les blogueurs littéraires et les booktubeurs. Et vous travaillez au sein du laboratoire L'Eras à l'université Paul Sabatier à Toulouse. Oui, merci beaucoup. Alors, bonjour à tous aussi. Je vais vous parler donc de la reconnaissance des booktubeurs auprès des professionnels du livre. Donc la mise en lumière des youtubeurs et des youtubeuses, comme le fait à sa manière ce colloque, participe selon nous à ce que Ferron, Harvey et Trédan ont appelé le retour en grâce de la catégorie des amateurs, dans un contexte de mise à mal des experts et des professionnels. Donc ce sera mon postulat de départ pour cette communication. Donc parmi ces amateurs donc, qui racontent notamment en vidéo les pans de leur vie quotidienne, je propose pour cette communication de m'intéresser plus particulièrement à la figure du booktuber. Donc né de la contraction book, le livre en anglais et tube en référence à YouTube, ces amateurs de livres font des vidéos dans lesquelles ils présentent leurs avis de lecture, leur dernière acquisition livresque ou leur visite lors de salons littéraires. Donc dans ce contexte, les pratiques dites amateurs, en référence aussi à la réflexion qui a été menée par Patrice Fichy, sont soutenues par la plateforme YouTube qui permet notamment aux booktubeurs d'asseoir une légitimité alternative à celle des professionnels, donc des critiques ou des chroniqueurs professionnels. Donc désormais, la médiation de ces amateurs dans la promotion de contenu culturel, elle ne peut plus être ignorée par ces professionnels du livre qui leur reconnaissent le pouvoir justement de promouvoir leurs ouvrages et la lecture. Alors, mon constat face à ça, c'est de dire que la reconnaissance des booktubeurs par ces professionnels, elle n'advient pas du simple fait que ces individus parlent de bouquins sur leur chaîne YouTube. Au contraire, il y a tout un ensemble de facteurs qui participent à leur donner une légitimité dans l'espace professionnel, comme l'avait démontré avant moi Jérôme Gastambide, qui analyse les différents mécanismes participant à la reconnaissance des blogueurs musicaux, notamment auprès des industries musicales. Donc en m'inspirant de cette démarche, je me propose de voir comment des booktubeurs et des booktubeuses construisent leur reconnaissance auprès des professionnels du livre. L'objectif étant de comprendre comment ces amateurs parviennent à légitimer leur place dans le monde du livre et ainsi d'appréhender les effets des relations qu'ils tissent avec ces professionnels, à la fois sur leur pratique de YouTube et aussi sur leur trajectoire personnelle. Donc pour rendre compte de ce questionnement, je vais présenter les résultats d'une recherche qualitative que j'ai menée à partir d'un terrain composé de 10 booktubeurs français, terrain que j'ai défini selon plusieurs critères sociologiques, dont l'âge qui va de 18 à 27 ans, le sexe puisqu'il y a 6 filles et 4 garçons, et la catégorie socio-professionnelle que vous voyez sur le slide, afin justement d'ouvrir l'éventail des pratiques observées. Et il faut noter aussi que le nombre d'abonnés n'a pas été un critère discriminant dans la constitution de ce terrain, puisque certaines chaînes YouTube comme Nin Gorman ont plus de 60 000 abonnés et d'autres comme Hérisson Bookineur en ont seulement quelques centaines. Donc ce terrain, il a été appréhendé par le couplage de 2 méthodologies rapidement. Donc tout d'abord des entretiens semi-directifs en présentiel avec 8 booktubeurs. Donc une première phase d'entretien assez classique réalisée par l'envoi d'un questionnaire en ligne qui me permet de revenir sur l'identité et la pratique de lecture du booktuber. Puis un entretien en face à face qui s'articule autour de plusieurs thématiques et notamment les thématiques relatives à la pratique de YouTube des booktubers et des relations qu'ils développent grâce à elles. Alors par ailleurs, en m'inspirant aussi de la description audiovisuelle et de l'analyse des sites web qui est proposée par le sémiologue Peter Stockinger, j'ai réalisé des analyses sémiotiques de la plateforme YouTube en suivant 2 approches. Donc rapidement une approche fonctionnelle qui me permet de voir comment YouTube préfigure la construction de la reconnaissance des booktubers et une approche dite communicationnelle afin d'étudier l'image que les booktubers donnent d'eux-mêmes dans leurs vidéos et sur leur chaîne YouTube. Donc, ce qui ressort de cette recherche sera articulé en 3 points. Je vais tout d'abord revenir sur une des logiques qui est induite par YouTube, qui est celle du développement de l'audience des booktubers.
Ensuite, je reviendrai sur le rôle que jouent les professionnels du livre dans la reconnaissance des booktubeurs. Et enfin, je montrerai comment ces derniers cherchent à rompre avec leur image d'amateur, de manière à présenter leur pratique de YouTube comme une activité professionnelle, puisque c'est un petit peu ma prise de position sur cette question-là. Donc, premier constat qu'on peut poser, pour commencer, c'est que sur YouTube, pour être reconnu, il faut d'abord être vu. C'est ce que dénote la comptabilisation des spectateurs qui est omniprésente sur YouTube, comme l'illustre le compteur du nombre d'abonnés et de vues associés à chaque chaîne et à chaque vidéo, que j'ai mis ici en illustration. Par ailleurs, cette logique, elle est aussi renforcée par la fonctionnalité Analytics, dont se servent justement les booktubeurs que j'ai rencontrés. Cette dernière, elle permet par exemple d'obtenir des informations sur le visionnage des vidéos, comme la durée, les sources de trafic, ainsi que sur les interactions qui en découlent, comme les likes, les commentaires et les partages. Donc en ce sens, Analytics est une concrétisation technique du souci que porte YouTube au développement de l'audience des youtubeurs et à l'amélioration des performances de leur chaîne. Par exemple, la possibilité de calculer le nombre de partages d'une vidéo souligne l'importance qui est accordée au trafic des chaînes, c'est-à-dire au nombre de vues qu'elles doivent générer. Importance que j'observe aussi dans les pratiques des booktubeurs qui demandent à leurs spectateurs en fin de vidéo de partager, de s'abonner à leur chaîne ou encore de les suivre sur les réseaux sociaux numériques. En réalité, les réseaux sociaux numériques, à l'instar de Facebook par exemple, permettent aux booktubeurs d'informer les spectateurs de la sortie d'une vidéo et ainsi de générer du trafic sur sa chaîne. Leur utilisation, elle répond aussi au souci d'engranger de nouveaux abonnés, puisqu'ils permettent d'élargir la visibilité du booktuber au-delà de la seule plateforme de YouTube. Donc le nombre d'abonnés et de vues, il assure une certaine visibilité sur YouTube et il constitue une première étape dans la reconnaissance des booktubers. En effet, à l'origine, les premiers contacts avec les professionnels se sont faits justement à l'initiative des maisons d'édition qui ont envoyé des services de presse aux blogueurs alors les plus visibles, c'est-à-dire les plus lus. Alors sur YouTube, le principe est à peu près le même et génère parfois quelques déceptions, comme en témoigne Floriane, donc c'est leur Flo, au cours de notre entretien, où elle nous dit « Je comprends qu'ils veulent contacter des gens qui ont beaucoup plus d'abonnés pour avoir un petit peu de visibilité, mais c'est un peu méprisant. » Alors à partir de là, pour nous, ça souligne trois choses. Tout d'abord que certains professionnels sont donc à la recherche d'une visibilité maximale. Dans ce contexte, le nombre d'abonnés et de vues mis en avant par YouTube apparaît comme un des critères déterminants dans la reconnaissance des booktubeurs. Et donc avoir beaucoup d'abonnés, ça va être l'une des injonctions à laquelle il va leur falloir répondre. Pour cela, les booktubeurs vont notamment chercher à capter l'attention d'éventuels spectateurs, grâce notamment à leurs miniatures. Ces dernières, comme on le remarque, elles sont souvent organisées sous la forme d'une grille qui rappelle la présentation traditionnelle des catalogues. Ces derniers, les catalogues, donc, permettent de promouvoir des produits en jouant sur un visuel attractif. Le critère esthétique de la miniature, il joue donc un rôle central sur YouTube pour susciter le clic du spectateur. La miniature, elle fait donc l'objet d'un travail rigoureux, comme en témoigne son évolution. Que je vous ai mis aussi sur le slide, on voit qu'on passe d'une simple capture d'écran réalisée par YouTube à un vrai travail de retouche réalisé par les booktubers via des logiciels comme Photoshop ou PicMonkey. On voit que les visages des booktubers, ils y apparaissent souvent emplis de fortes expressions, comme l'excitation, la déception, afin de susciter la curiosité. On remarque aussi que les titres des vidéos au premier plan de l'image sont de grande taille, et les couleurs vives en fait orientent le regard sur les miniatures dans l'optique de le capter. Alors cependant, comme on le sait aussi, la durée de visionnage elle est tout aussi importante que le nombre d'abonnés sur YouTube, puisque l'algorithme suggère aussi des contenus en fonction du temps passé par les spectateurs sur une vidéo. Pour YouTube, il faut donc rendre durable le visionnage des vidéos, ce que soutiennent aussi certaines pratiques des booktubers qu'on a pu observer. Par exemple, Anna et Cassandra constatent que le visionnage de leurs vidéos n'excède généralement pas quelques minutes et elles optent alors pour des formats plus courts de manière à concentrer justement l'attention des spectateurs. Et il y a aussi d'autres fonctionnalités qui permettent justement de pérenniser l'attention des spectateurs. On a parlé ce matin notamment de la lecture automatique qui permet de suggérer en fin de visionnage une autre vidéo de manière à maintenir le spectateur sur la chaîne. Donc la logique de YouTube, c'est celle de la pérennisation de l'attention que l'on retrouve dans la notion même d'abonnement.
L'abonnement, pour rappel, c'est un outil marketing de fidélisation dont l'objectif est d'instaurer une relation pérenne avec le consommateur en l'enjoignant de consommer régulièrement. Et c'est ce qu'illustre justement les notifications sémiotisées par une cloche qui alerte l'internaute à la sortie d'une nouvelle vidéo. Donc pour ce qui est de YouTube, la construction de la reconnaissance, elle induit donc une quête de la visibilité, pour reprendre les termes de Dominique Cardon, qui suppose de savoir capter le plus grand nombre d'abonnés et de rendre pérenne leur attention. Cependant, la visibilité ne suffit pas à asseoir la reconnaissance des booktubeurs auprès des professionnels du livre. Au mieux, elle va leur permettre de prouver leur impact. Et donc, pour les booktubeurs, l'intérêt, ça va être de mener des actions avec ces professionnels, puisque c'est ces actions-là qui vont jouer un rôle important dans la construction de leur reconnaissance. Alors, parmi ces professionnels, les maisons d'édition sont les plus enclines à investir la figure du booktuber pour son pouvoir de prescription. Donc, pour cela, certaines maisons d'édition, elles vont envoyer des services de presse aux booktubers, qui donnent ensuite leurs avis en vidéo. Alors, en présentant les services de presse, comme je l'ai mis ici, comme des partenariats, les booktubers instaurent l'idée d'une collaboration entre deux parties. Or, au regard des entretiens, il semble que les services de presse relèvent moins d'une coopération que d'une forme d'exploitation de la parole des booktubers, pour reprendre notamment la notion de digital labor développée par Cardon et Casilli. Donc sur Booktube, les services de presse divisent. Certains booktubers, comme Guillaume ou Océane, les conçoivent vraiment comme une forme de reconnaissance qui est accordée par les professionnels à la qualité de leurs vidéos. Ainsi, tout en n'étant pas dupes des intérêts commerciaux qui motivent cette relation, ces booktubers présentent les services de presse comme une relation où chacun s'y retrouve. Une publicité gratuite pour les maisons d'édition et des livres gratuits pour les booktubers. Cependant, il y a un autre discours qui émerge, à l'instar d'Émilie et Anna, qui, elles, déplorent l'instrumentalisation qui est faite des booktubers, alors réduits à de simples panneaux publicitaires. Et elles insistent ainsi sur certaines formes de pression. Pression liée aux dates butoirs imposées par les maisons d'édition, par l'esprit de compétition de certaines d'entre elles qui créent des groupes privés sur Facebook, ou par l'envoi intempestif de livres sous lesquels le booktuber finit par crouler. Pour Anna, il ne s'agit donc pas de reconnaissance, mais bien d'un service que le booktuber rend à la maison d'édition. Et d'ailleurs, au fil des entretiens, on constate les efforts réalisés par les maisons d'édition pour déployer des formes de rémunération dites symboliques. Elles organisent par exemple des rencontres avec des auteurs et l'équipe éditoriale de manière à proposer une contrepartie aux booktubers sous la forme de petits privilèges pas désagréables, comme nous le dira Guillaume. Alors ça ne suffit pas pour autant à contenter tous les booktubers, dont les discours en fait vont mettre en avant d'autres formes de partenariat qu'ils valorisent et recherchent. C'est le cas des rares vidéos, parce que c'est rare sur Booktube, des rares vidéos rémunérées, comme a déjà pu le réaliser Émilie. Dans ce contexte, en fait, la relation avec les professionnels, elle se réduit plus à une instrumentalisation de la parole de la booktubeuse, mais elle prend la forme d'une relation d'employeur à employé qui reconnaît par là ses compétences. Ainsi, d'autres actions vont être valorisées car elles permettent aux booktubeurs de mettre ses compétences au service des objectifs des acteurs du livre, tout en les éloignant des logiques commerciales sujettes à controverse sur YouTube. À titre d'exemple, donc j'ai remarqué qu'Émilie a réalisé des ateliers sur Booktube dans des médiathèques. Floriane, qui est auteure et férue de science-fiction, elle a été invitée pour animer une table ronde au Festival des Utopiales. Guillaume, il a été sollicité par la documentaliste d'un lycée pour proposer des livres jeunesse dans l'optique d'organiser un prix littéraire. Et Cassandra, elle a participé à une rencontre interprofessionnelle organisée par l'Agence Rhône-Alpes du livre pour échanger avec les professionnels du livre. Donc, à l'analyse des entretiens, on remarque donc que ces actions sont valorisées par les booktubers qui y voient la reconnaissance de leurs compétences. Par exemple, leurs compétences audiovisuelles pour réaliser des vidéos de qualité, leurs connaissances littéraires afin de sélectionner certains ouvrages, ou encore leur connaissance du monde du livre pour apporter un point de vue éclairant aux côtés des professionnels.
Alors ce genre d'initiative, il est encore minoritaire au regard de l'envoi de services de presse, mais il illustre à mon sens la manière dont les liens tissés avec les professionnels participent aussi à la construction de la reconnaissance des booktubeurs qui pénètrent un espace leur étant fermé jusque-là. Cependant, pour asseoir leur reconnaissance, qui ne se limite pas à une instrumentalisation de leurs paroles, mais à vraiment une recherche de valorisation de leurs compétences, certains booktubeurs vont chercher à rompre avec leur image d'amateur. Ce sera mon dernier point. Donc pour cela, on remarque que les booktubeurs élaborent notamment des discours d'auto-légitimation dans lesquels ils vont mettre en avant la pénibilité associée à l'idée de travail que constitue leur pratique de YouTube. Deux arguments reviennent alors de manière récurrente. Booktube est un investissement en énergie et en temps. C'est ce que nous explique Océane, que je vous ai mis sur le slide, quand elle dit « Je le considère un peu comme un travail parce que voilà, j'y mets du temps, j'y mets de mon énergie ». Ou Émilie qui ajoute « N'importe quel youtubeur est sur tous les réseaux sociaux et ils communiquent, ça leur prend un temps de taré ». Anna, quant à elle, nous évoque le nombre d'heures passées sur la réalisation d'une vidéo, soit entre 36 et 48 heures. On constate alors qu'il est important pour les booktubeurs de rendre visibles ces heures passées sur la réalisation de leurs vidéos, cela afin d'asseoir la reconnaissance de leur pratique de YouTube, non plus comme un simple passe-temps, mais comme un véritable travail. Cela passe notamment par la construction d'une image professionnelle qu'ils véhiculent dans leurs vidéos. Pour cela, par exemple, les booktubeurs améliorent la qualité de leurs vidéos en investissant dans du matériel, tel qu'une caméra, un micro, un fond vert, des parapluies de lumière. Certains font aussi le choix de monter leurs vidéos avec des logiciels professionnels comme Adobe Premiere ou Sony Vegas Pro. Par ailleurs, on remarque aussi que leur identité gagne en cohérence. Leur photo de profil, qui est souvent de très bonne qualité, elle va s'accorder avec la bannière de leur chaîne YouTube, dont le design est souvent réalisé par des graphistes professionnels. Et on constate aussi que certaines miniatures se standardisent aussi, en reprenant les mêmes normes de présentation d'une image à l'autre, en suivant les mêmes chartes graphiques. Cette amélioration elle est également soutenue par des acteurs comme Ubox, qui est un réseau d'entraide entre booktubeurs. Donc, comme nous l'explique la community manager, sa mission se limite à donner des conseils afin d'améliorer la qualité des vidéos. Et donc, on a pu lire un de ces audits et on remarque que l'accent est mis vraiment sur l'importance et la qualité du son et des images, sur la durée de la vidéo qui ne doit pas excéder 10 minutes, ou encore sur le dynamisme de la vidéo, c'est-à-dire éviter les blancs notamment. Donc Ubox est un des acteurs qui encadre à sa manière la construction d'une image professionnelle des booktubeurs et qui participe aussi à son uniformisation. Et dernier point sur lequel je voulais revenir, c'est les formes de rationalisation qu'on peut remarquer quand on étudie les booktubeurs. Par exemple, adopter un rythme de publication, comme en témoignent les dates associées à chaque vidéo, la mise en place de rendez-vous hebdomadaires. On remarque aussi que les booktubeurs ont recours aux réseaux sociaux numériques pour pallier leurs absences et leurs retards, ou alors à planifier et donc à programmer leur publication, la présence et la régularité, conférant donc à la pratique une certaine rigueur et participant à son image professionnelle. Ce qui permet à partir de là de faire valoir les compétences du booktuber qui, s'il le décide, peut les mettre en avant sur son CV et peut ainsi décrocher des stages ou des emplois. Donc c'est le cas de Cassandra qui a décroché un stage dans une librairie, de Pauline aussi, donc Ning qui a été publiée chez Albin Michel, ou encore Bulldog qui est devenue chroniqueuse pour l'émission C'est au programme sur France 2. Donc je vais faire très très vite pour ma conclusion. Je vais juste souligner le point qui me paraît le plus central là-dedans. C'est juste de dire que, à mon sens, les pratiques des booktubers participent au brouillage bien connu des frontières entre l'amateur et le professionnel, que l'oxymore pro-am a tenté de résoudre. Ce constat, ça me permet de souligner une chose, c'est que la quête de reconnaissance des booktubers auprès des professionnels du livre est aussi une quête de reconnaissance des amateurs en tant que professionnels. Certains donc n'hésitent pas à mettre sur leur CV leur pratique de YouTube. Et donc en ce sens, c'est aussi une recherche qui illustre la manière dont certains amateurs font de la médiatisation de leur passion le support de leur réalisation professionnelle. Je vous remercie. Merci beaucoup.
Alors, nous allons entendre maintenant Sandrine Philippe, une communication qui était proposée avec Brigitte Simoneau, qui n'est pas là, donc ce sera Sandrine Philippe toute seule, qui est professeure documentaliste en collège et doctorante au CREM, le Centre de recherche sur les médiations à l'Université de Lorraine, et qui est actuellement, qui prépare une thèse qui porte sur les pratiques informationnelles des adolescents sur YouTube. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je vais vous présenter aujourd'hui un travail qui a été mené avec Brigitte Simoneau et qui concerne le rapport des adolescents à YouTube, leurs pratiques en lien avec leurs loisirs et les savoirs, et la figure des youtubeurs qui apparaît dans leur évaluation de l'information en ligne sur YouTube. Donc YouTube, la vidéo en ligne en général, est devenue l'un des contenus les plus populaires sur Internet. En 2016, selon Cisco, elle représentait à elle seule 72% du trafic total sur Internet. Et la même année, YouTube est passé de la 3e à la 2e place des sites les plus visités d'après Alexa. Les adolescents sont très présents sur la plateforme. Une enquête de l'Adopi menée en 2017 a montré que pour les 8-14 ans, YouTube était la principale clé d'entrée dans les pratiques culturelles en ligne. Et d'après une enquête MTM Google, donc à relativiser parce qu'elle émane donc de la maison mère de YouTube, 73% des 16-19 ans qui utilisent YouTube s'y rendraient chaque jour. Les adolescents ayant des pratiques culturelles, de divertissement, mais aussi des pratiques informationnelles en lien avec leur apprentissage ou avec l'école. Une grande diversité de contenus est présente sur YouTube, dont des contenus pédagogiques. La plateforme elle-même propose des chaînes d'agrégation de contenus destinés aux enseignants ou à l'éducation, comme YouTube Education ou YouTube for Teachers, et a lancé en 2014 une opération de collecte de fonds qui s'intitulait School of YouTube, Laugh, Learn, Give, riez, apprenez, donnez, qui finalement était censée résumer les deux activités principales des usagers telles qu'elles sont envisagées par YouTube, à savoir le divertissement et l'apprentissage. La vulgarisation scientifique est également présente sur la plateforme. Elle peut être le fait d'institutions ou d'individus passionnés par leur sujet. Une étude de 2016 a avancé que les contenus de vulgarisation scientifique produits par les usagers, les User-Generated Contents, seraient plus consultés et plus appréciés que les contenus institutionnels et professionnels, les Professionally Generated Contents. La présence d'un animateur récurrent auquel s'attacher, la possibilité d'interagir avec une chaîne seraient des facteurs de popularité. Donc les deux auteurs, Wellborn et Grant, ont quand même nuancé ces résultats en expliquant que les contenus User-Generated Content suscitent davantage d'interactions de la part du public. Les interactions sont ensuite prises en compte par l'algorithme qui va faire remonter ces contenus parmi les propositions de résultats, ce qui entretient donc leur popularité, fait encore augmenter le nombre de vues, et ainsi de suite. Et enfin, en 2017, une enquête BETC Teens a relevé que pour s'informer, apprendre ou réviser, certains adolescents consultent désormais plutôt YouTube que Wikipédia. Donc les auteurs ont parlé vraiment d'une nouvelle Wikipédia sur YouTube. Et si les adolescents sont familiers de YouTube, si la vulgarisation scientifique y est présente, le dispositif finalement pourrait représenter une opportunité pour la médiation scientifique, auprès des jeunes en particulier. Mais le modèle de la plateforme questionne quand même les enjeux liés à l'évaluation de l'information en ligne. Nous avons cherché à savoir quel type de contenu les adolescents consultent sur YouTube, quelle place occupent les vidéos documentaires ou de vulgarisation scientifique parmi leurs pratiques, et quelles sont les stratégies que les adolescents développent afin d'évaluer ces contenus. Et nous nous sommes appuyés sur une première enquête exploratoire que j'avais menée en 2016 dans le cadre d'un mémoire sur les pratiques des lycéens sur YouTube. Et cette nouvelle enquête a été menée entre avril et août 2017 auprès de 30 adolescents âgés de 12 à 19 ans. Donc ces adolescents ont été recrutés dans un petit collège rural et dans 2 lycées, avec une égale proportion de filles et de garçons et une représentation à peu près équilibrée des différentes filières présentes dans les 2 lycées. Parmi les premiers résultats de l'enquête, un premier élément frappant a été que YouTube est le principal point d'entrée, sinon le seul, pour la consultation de vidéos en ligne chez les adolescents.
Cela donne lieu à un effet d'entonnoir. Dans la majorité des cas, en fait, si les adolescents lancent une recherche par mots-clés, ils vont le faire directement sur le site de YouTube et ne vont pas passer par un autre moteur de recherche. Ils ne consultent pas d'autres plateformes de vidéos en ligne, sauf dans de très rares exceptions qui vont être liées à un besoin ponctuel et particulier auquel ne répond pas YouTube. Donc par exemple Twitch pour du live de jeux vidéo, ou Netflix pour regarder une série, ou encore d'autres plateformes si vraiment ils n'obtiennent pas de résultat à une requête. YouTube leur sert même à écouter de la musique. Et ils estiment qu'il s'agit de la meilleure plateforme, qu'on y trouve de tout et que tout le monde y est. Karine Ayri avait noté une porosité dans les pratiques des adolescents. Ici encore, la limite est floue entre les pratiques informationnelles et culturelles, scolaires et personnelles. Un des lycéens a par exemple expliqué qu'il consulte des vidéos pour se détendre, se divertir et chercher des explications. Mais, je cite, « Des fois, même en cherchant des explications, ça me détend ». Et cette porosité se retrouve également finalement dans leur usage des plateformes. C'est-à-dire qu'ils passent aisément d'une plateforme à une autre et ils vont par exemple s'abonner à un youtubeur qu'ils auront découvert sur un autre réseau social. Par exemple, Océane, 16 ans, raconte qu'elle a connu sa youtubeuse préférée, Sissi aussi en muscu, c'était par Instagram. Et elle explique que YouTube, c'est souvent relié aux réseaux sociaux. Nous avons pu assister également à une construction progressive des pratiques des adolescents. Les réponses des jeunes sont souvent répétitives. Et elles évoquent surtout les youtubeurs les plus populaires mis en avant par la plateforme. Lors des premiers pas des adolescents sur YouTube, il semblerait qu'ils consultent les vidéos proposées par YouTube en page d'accueil ou dans l'onglet Tendances, ou alors encore les suggestions situées à la droite des vidéos consultées. Et certains d'entre eux ne sont même abonnés à aucune chaîne sur YouTube. Ils vont simplement reposer sur les suggestions de la plateforme. Et par exemple, j'avais le cas de Emilien, 13 ans, qui expliquait que dès qu'il arrive sur YouTube, ça lui met des vidéos récentes, et comme il regarde des fois des vidéos de jeux, ça lui met encore des vidéos de jeux et puis un peu d'autres vidéos. Et progressivement, ils vont finir par rechercher et sélectionner des contenus qui correspondent davantage à leur propre goût, leur propre passion ou leurs besoins. Et certains lycéens se détournent même complètement des contenus les plus populaires et médiatisés. Et enfin, il leur est plus facile de s'exprimer au sujet de chaînes qu'ils ont découvertes et choisies eux-mêmes. Dans le cas des chaînes populaires, en général d'humour et de divertissement, ils vont déclarer les apprécier parce qu'elles les font rire, parce que ça les détend. Alors qu'en revanche, les critères vont devenir plus personnels, plus détaillés, quand il s'agit de chaînes que des lycéens ont découvertes et choisies eux-mêmes en fonction de leur propre centre d'intérêt. Dans un premier temps, afin d'analyser nos entretiens, nous avons choisi le cadre du concept d'autorité cognitive avancé par Patrick Wilson en 1983. Donc Patrick Wilson s'était inspiré de la manière dont cela se passe dans les milieux académiques, mais il a ensuite élargi ses réflexions à d'autres contextes. Cette autorité cognitive, en fait, c'est l'influence et la confiance que l'on choisit d'accorder à une personne en raison des compétences qu'on lui attribue. Et nous avons pu identifier dans nos entretiens les 3 facteurs de l'autorité cognitive évoqués par Wilson, à savoir la réputation, la performance et la reconnaissance par les pairs. Et ces facteurs interviennent dans la découverte de nouveaux contenus et aussi dans leur évaluation. Le premier de ces facteurs, la réputation, qui intervient d'abord dans la découverte des nouveaux contenus. Les adolescents, par exemple, consultent les contenus populaires recommandés par YouTube et l'algorithme de recommandation est d'ailleurs perçu de façon positive. Nathan, 12 ans, et il n'est pas le seul, explique que comme YouTube c'est avec Google, ils savent ce que j'aime bien. Seuls quelques lycéens ont déclaré que les suggestions étaient destinées à multiplier le nombre de vues et à leur faire passer davantage de temps sur la plateforme. Donc ils relativisaient cet aspect positif, mais ils n'étaient pas forcément capables de développer davantage ce propos. La réputation se traduit également par les recommandations de leur entourage de vive voix ou sur les réseaux sociaux. On peut constater ici une forte présence de l'environnement scolaire. Les recommandations vont émaner des amis, des surveillants, des professeurs ou encore tout le monde en parle au lycée, donc j'ai été voir. Les adolescents découvrent également des nouveaux contenus à travers les recherches par mots-clés sur YouTube. Et dans ce cas, les premiers résultats sont privilégiés. Ils partent du principe que si une vidéo est bien placée dans les résultats, c'est qu'elle doit être de qualité. La réputation intervient également pour accorder leur confiance. À travers les marqueurs de réputation présents sur YouTube, à savoir les pouces en l'air ou vers le bas, les compteurs de vues et les nombres d'abonnés.
Les adolescents observent et prennent en compte tous ces indices de réputation, tous ces marqueurs de réputation. Et certains ont déclaré se méfier d'une chaîne qui a peu de vues ou d'abonnés, par exemple Bli, 16 ans, qui a déclaré qu'une chaîne qui a que 10 abonnés, je ne vais pas aller regarder, ça fait louche. Certains lycéens prennent ensuite leur distance avec les marqueurs de réputation et recourent à d'autres critères. Certains sont même très critiques des phénomènes de popularité. Par exemple, Antoine, 17 ans, m'a expliqué qu'on se demande parfois pourquoi telle vidéo a beaucoup de vues. On clique pour voir, pour vérifier ce que c'est. On se rend compte qu'elle n'est pas très intéressante, mais le compteur a déjà comptabilisé un clic et une consultation en plus. Certains adolescents observent également les commentaires pour évaluer le contenu, a priori, mais aussi a posteriori. Ça leur sert en fait à nuancer leur impression, à nuancer leur avis en cas d'expérience négative. S'ils sont insatisfaits d'une vidéo, ils vont lire les commentaires pour observer l'avis des autres usagers, pour se dire finalement, tiens, effectivement, ça c'était pas si mal, finalement la vidéo est quand même bien. Nous avons également observé les effets de la performance. La performance pour Patrick Wilson, c'est par exemple le fait pour un médecin de guérir un malade, qui va participer à renforcer son autorité cognitive. Dans les entretiens, la performance est apparue sous deux formes. La performance montrée et la performance dans la réalisation des vidéos. La performance montrée était surtout importante pour les collégiens. Pour François, 12 ans, Trash, par exemple, quand il va nous parler d'expérience, il va nous montrer des photos de ses expériences. Donc on voit que l'image, la monstration sont des preuves, ont valeur de preuve qui valident le propos. La performance montrée est pour eux gage de fiabilité et aucun des collégiens n'a évoqué la possibilité d'un montage ou d'un trucage. Léa, 19 ans, a expliqué aussi que si c'est en acte, on peut faire confiance. Si on voit la personne faire, oui, mais si c'est des paroles qui nous expliquent pour le bac ou pour des trucs comme ça, on n'est pas toujours sûr, c'est pas fiable. La performance dans la réalisation des vidéos, elle a été plutôt évoquée par les lycéens et elle est même susceptible de primer sur le contenu. Par exemple, j'ai rencontré Julien, 15 ans, qui m'a expliqué que si c'est un truc monté à la va-vite, que c'est vraiment pas soigné, j'aurais moins confiance en ce qui sera dit dans la vidéo. Donc c'est susceptible parfois d'influencer également sur la réception du contenu de cette vidéo. La reconnaissance par les pairs. Pour Patrick Wilson, la reconnaissance par les pairs s'inspire des mécanismes de régulation du milieu scientifique. Dans nos entretiens, il s'agissait d'identifier les propos qui évoquent la reconnaissance de contenu par d'autres youtubeurs. Elle peut prendre la forme de recommandations dans des vidéos, mais aussi de featuring et de caméos, en invitant un autre youtubeur sur sa propre chaîne. Ces recommandations sont l'un des modes de découverte des adolescents, surtout chez les lycéens. Ils attribuent une autorité cognitive à un youtubeur et apprécient ses contenus, et ils vont volontiers consulter d'autres contenus évoqués par ce youtubeur. Julien, 15 ans, explique qu'il a découvert la chaîne de vulgarisation Y Penser parce que son youtubeur préféré l'avait mentionné dans une vidéo. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant à aller voir, que s'il en parlait, c'est qu'il y avait forcément quelque chose derrière. Parce que parmi toutes les chaînes qu'il aurait pu présenter, il a choisi celle-là, je me suis dit qu'il y avait une raison. Comme moi j'aimais bien ce qu'il faisait, s'il trouvait que quelque chose était bien, il y avait des chances pour que moi aussi je trouve ça bien. Au-delà des 3 dimensions de l'autorité cognitive de Patrick Wilson, on trouve également dans ces entretiens l'évocation forte d'une relation vécue entre les adolescents et leurs youtubeurs préférés, qui semble jouer dans le choix des contenus et dans leur évaluation. Julien, 15 ans, par exemple, explique qu'à force de regarder des vidéos, on partage du temps avec la personne finalement. Même si elle le voit pas, c'est quand même une sorte de relation, c'est comme quelqu'un qui regarderait la télé, qui aurait tout le temps le même présentateur, et on peut s'attacher un peu à la personne. Océane, 16 ans, explique que vu que c'est des personnes qui créent ces chaînes, j'ai l'impression que quand elles publient, c'est directement en rapport avec nous. C'est comme si la personne, en fait, envoyait une vidéo directement à nous, c'est pas comme une chaîne qui va diffuser comme à la télé. Certains adolescents ont donc l'impression de vivre une relation avec leur youtubeur préféré, et ce youtubeur préféré est perçu comme proche. Certains évoquent ainsi spontanément la ressemblance de leur youtubeur préféré avec leur public. Une adolescente a mentionné sa youtubeuse préférée en précisant que c'est une fille qui a mon âge. Elle parle donc de choses qui la concernent, telles que l'école ou les amis. Plusieurs lycéens ont également évoqué le facteur de l'âge, des passions ou des préoccupations partagées. Les youtubeurs qui leur ressemblent sont, selon eux, plus à même de les comprendre. Des cas d'évolution parallèle entre les youtubeurs et leur public sont également apparus.
Pardon. J'ai pas d'eau. Donc, les deux chaînes Mamie Twink. Merci. Donc, le cas en particulier des chaînes Mamie Twink et Trash. Excusez-moi, qui traitaient à l'origine des jeux vidéo et des Pokémon. Et lorsque ces chaînes ont commencé à aborder les sujets de vulgarisation scientifique, les adolescents qui les ont mentionnés ont continué à suivre les chaînes. Et ils se sont mis à apprécier les nouvelles vidéos consacrées plutôt à l'histoire ou aux expériences scientifiques. Et enfin, il arrive que les adolescents s'expriment sur les contenus. Ils vont poster des commentaires positifs ou des pouces, à la fois pour encourager le youtubeur à publier des nouveaux contenus similaires, mais aussi pour manifester un soutien personnel. Le youtubeur préféré est également pour eux sincère. Plusieurs adolescents ont mentionné le statut d'amateur de leur youtubeur préféré. Et les youtubeurs qu'ils apprécient postent des vidéos par passion et ne sont pas intéressés par le profit. Le statut d'amateur et l'authenticité sont importants pour eux. Certains ont évoqué des chaînes qu'ils n'apprécient plus ou moins parce qu'elles auraient pris de l'importance et que, du coup, comme ils disent, il y a une production derrière, ils sont plus libres, ça ne m'intéresse plus. Certains critiquent également les placements de produits dissimulés. Par exemple, la chaîne de Joueurs du Grenier a été citée en bon exemple, contrairement à d'autres chaînes consacrées aux jeux vidéo et qui n'hésitent pas à faire des partenariats avec Ubisoft, mais sans forcément l'annoncer aux abonnés. Et les adolescents citent donc vraiment l'authenticité et la transparence des youtubeurs comme critères d'évaluation. Ce phénomène est comparable à l'effet de halo de Edward Thorndike. C'est un psychologue américain qui avait proposé le concept d'effet de halo en 1920 parce qu'il avait remarqué que l'évaluation de qualité d'une certaine qualité allait ensuite évaluer sur l'évaluation de toutes les autres qualités d'une personne ou d'une marque ou d'un élément dont on évalue la qualité. Et ici, en l'occurrence, les adolescents déclarent faire confiance aux propos d'un youtubeur parce qu'il semble par ailleurs sincère, transparent ou désintéressé. Les qualités que les adolescents attribuent aux youtubeurs, finalement, influencent également la perception et la réception de leur contenu. Enfin, en conclusion, cette étude est vraiment exploratoire. Elle a été menée dans le cadre d'une thèse sur les pratiques informationnelles des adolescents sur YouTube. La plateforme leur est familière. Elle peut donc être un vecteur de médiation scientifique. Les adolescents n'ont pas sur YouTube que des pratiques de divertissement. S'ils ont tous déclaré consulter des vidéos pour se détendre ou se divertir, ils la consultent également pour réviser, pour apprendre, mais aussi par curiosité. Par exemple, sur des sujets historiques ou scientifiques. Certains lycéens ont même expliqué précisément que les deux pratiques, toutes ces pratiques finalement se confondent. La figure du youtubeur est porteuse d'une autorité cognitive, attribuée selon sa réputation, la performance ou la reconnaissance de ses contenus par ses pairs. Mais cette autorité cognitive est également entretenue par la relation tissée avec son public. Le statut d'amateur, la proximité et la sincérité que ces adolescents perçoivent chez leur youtubeur préféré jouent ainsi dans l'attribution de leur confiance. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions d'avoir tenu jusqu'au bout. Alors, en fait, vous l'avez constaté, hein, cette table ronde permet en fait de saisir le lien qui existe entre les producteurs sur YouTube, hein, les producteurs de contenu, et ceux qui sont dans la réception de ces contenus. Et je voudrais vous poser la question sur ces critères d'authenticité, de proximité. Quand on voit la logique de professionnalisation des youtubeurs et d'un autre côté, le choix premier de ces jeunes dans les youtubeurs qu'ils suivent, qui au contraire sont des youtubeurs qui sont des amateurs, qui sont dans la proximité. Ce lien, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe ? Qui commence ? Oui, il y a un paradoxe et à mon sens, c'est ce matin, on parlait avec Laurence Allard des ambivalences
YouTube traverse. Et je pense que l'amateur et le professionnel fait partie de cette ambivalence. Mon point de vue sur cette question-là, c'est que l'un et l'autre ne sont pas incompatibles. Pour moi, la figure de l'amateur est une figure construite et la figure du professionnel aussi, même si derrière il y a vraiment une professionnalisation, etc. Mais la figure de l'amateur, elle a tout intérêt à être présentée, représentée par en tout cas les booktubeurs, mais les youtubeurs, je pense ici de manière générale pour engager leur public et justement recréer cette impression de proximité. Et de la même manière qu'ils ont intérêt à présenter aussi une figure plus professionnelle, parce qu'ils sont pris dans un tissu d'acteurs extérieurs qui participent aussi à ce mouvement-là. Donc, à mon avis, l'un et l'autre, le paradoxe est bien présent et c'est un construit. Et je pense qu'il est exploité comme tel par les youtubeurs, consciemment ou inconsciemment. Ça, après, ça relève de chacun. Je pense, donc moi c'est quelque chose qui est moins prégnant dans mon corpus, même si ça a pu concerner certains, mais plutôt dans des périodes antérieures, donc c'est quelque chose qui est moins ressorti des entretiens. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup à un moment où les youtubeurs ont commencé à construire après avoir revendiqué une forme d'amateurisme indirectement ou directement, construire leur professionnalisation, leur statut professionnel en montrant, beaucoup de youtubeurs ont montré, bah voilà, regardez, j'ai du matériel, regardez, j'ai une équipe. Pierre Cross l'a par exemple beaucoup fait, montrer ses studios, montrer ses caméras, montrer son matériel et essayer de revendiquer. Et il y a eu toute une transition, notamment au moment de la polémique sur les placements de produits qui a éclaté quand la Direction générale des fraudes et de la concurrence, et je ne me souviens plus du sigle complet, mais a attaqué la question des placements de produits. Beaucoup de youtubeurs ont commencé à se positionner là-dessus et ont indirectement revendiqué quelque chose de professionnel dans leurs vidéos. Après, moi, plus que la question d'amateur et de professionnel, la question qui ressortait dans l'authenticité, en tout cas des entretiens, c'était plutôt le fait d'être authentique dans son propos, dans son contenu, et de choisir par exemple, je vais reprendre cette expression, mais qui est consacrée, mais de ne pas faire des contenus putaclic, de ne pas faire des titres pour des vidéos pour faire des vidéos, ou des vidéos pour faire le contenu qu'on attend, mais plutôt de faire un contenu qu'on veut vraiment. Quelque chose qui ressort encore d'autant plus dans les collectifs où là, les youtubeurs étant moins directement impliqués dans le devenir de la chaîne, ils peuvent se permettre de défendre eux-mêmes contre contre ou avec ou en accord avec la société de production les contenus que eux revendiquent comme plus qualitatifs. Des entretiens où les youtubeurs vont dire voilà, moi j'ai fait une vidéo, il n'y a quasiment pas de dialogue très long, des mouvements longs de caméra, il a fallu faire accepter ça, puis y compris au public. Typiquement sur la plateforme Golden Moustache, où au début le public était assez jeune et finalement un peu vieilli, reste un public jeune, on est sur YouTube, mais a considérablement vieilli par rapport au début de la plateforme, et où il a fallu faire admettre au public que bah oui, eux allaient faire des contenus plus longs, des contenus plus qui n'étaient pas toujours drôles par exemple. Et ça a été un débat qu'il y a eu, mais pour eux c'était une revendication d'authenticité. Oui. Donc effectivement, je pense qu'il y a un paradoxe, mais je pense que ça tient aussi à ce que... alors mon public est quand même particulier et très ciblé, hein, les adolescents, les collégiens, les lycéens, qui effectivement ont beaucoup évoqué l'authenticité, le fait que le youtubeur est désintéressé, est un passionné. Et donc il y a un décalage entre cet aspect d'authenticité et peut-être que ces youtubeurs imaginent des attentes de leur public. Donc le public que j'ai étudié, à qui j'ai donné la parole, était vraiment ce public particulier des adolescents. Donc je ne sais pas. Par contre, ce qu'on voit bien, c'est que ça s'inscrit chez eux dans une évolution de leur pratique d'évaluation. C'est-à-dire que c'est pas au début, c'est pas ce qui compte pour eux. Ça vient, alors là, on rejoint les travaux d'Anne Cordier très récents sur la biographie informationnelle. C'est-à-dire que rien n'est arrêté, on se construit, ça évolue, et l'authenticité vient plus tard, quand on accumule de l'expérience. Comment dire ? Effectivement, l'authenticité est ressortie surtout chez les lycéens, pas tellement chez les collégiens qui ne font pas forcément attention à ces éléments, à ces aspects. Et en même temps, l'aspect de performance dans la qualité des vidéos, c'est-à-dire finalement ce qui se rapproche le plus de ce qu'on va qualifier de professionnalisation, ça c'est ressorti aussi chez les lycéens. Donc ils observent ces deux aspects. Donc ça a peut-être à voir avec, d'une part, l'authenticité dans la démarche, et en même temps une attente par rapport à la qualité qui doit être... des attentes en fait assez élevées en termes de qualité.
Question à la salle. Bonjour, Alexis Clos, donc de Paris 1 Panthéon-Sorbonne en Master 2 de communication politique. J'ai en fait une question par intervenant, mais fondamentalement, chacun, je pense, même pourra avoir un avis là-dessus. Dans cet ordre-là, du coup, Sandrine Philippe. Du coup, est-ce que cette relation empathique, l'impression que les jeunes ont de connaître les créateurs de contenu sur Internet, de s'identifier à eux, est-ce que finalement, parce que c'est quand même une relation qui est asymétrique, est-ce que ça ne renforce pas, en fait, d'une certaine manière, l'écart qu'il y a entre amateurs et professionnels par cette relation asymétrique de je le connais alors que lui ne me connaît pas? Donc, première question là-dessus, sur cette relation entre l'impression de connaître la vie de son youtubeur alors que le youtubeur ne nous connaît absolument pas, et en convention on s'en rend compte quand même de cet écart violent même des fois qu'il peut y avoir. La deuxième question du coup, dans cet ordre-là, sur les booktubeurs, est-ce que finalement c'est un constat qu'on peut généraliser aussi aux youtubeurs qui présentent des contenus audiovisuels, des contenus donc de cinéma ou même de musique? Est-ce que finalement c'est spécifique ou non au sujet livre, ou ça peut être élargi à toute forme culturelle? Et enfin, et puis après j'arrête, quand vous avez parlé tout à l'heure du fait qu'il n'y avait pas de contenu spécifique à YouTube, à un moment vous avez dit c'est un contenu qui se fait sur YouTube mais pas nécessairement YouTubien, quoi. Pour autant, vous parlez à un moment de Bref, qui était un contenu de l'ère, numérique. Et donc, du coup, comment vous justifiez le fait que Bref soit numérique alors que finalement ça ne l'est pas? Donc, ça pourrait passer peut-être par les thématiques. Ou alors, est-ce qu'il y a une autre raison? Voilà. Merci en tout cas. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir de réponse satisfaisante, hein. Mais pour moi, ce qui est vraiment sorti de ces entretiens, c'est que les adolescents préfèrent le média YouTube, d'après leurs propos, justement parce qu'ils sont pris en compte par les youtubeurs, alors que la télévision ne leur est pas forcément autant destinée. Ils ont vraiment l'impression, par rapport à leur youtubeur, qu'il fait des vidéos pour eux, qui les concernent, et qui vont aborder des problématiques qui les intéressent et qui les concernent également. Et donc si la relation est asymétrique, il y a quand même une recherche de youtubeurs qui vraiment leur ressemblent. Vraiment les adolescentes qui vont dire « elle, je l'aime bien parce qu'elle a mon âge et c'est une fille, et puis elle, je l'aime bien aussi, mais elle a 1 an de plus que moi, mais je l'aime bien parce qu'elle parle aussi de l'école ». C'est vraiment... comment dire, on a le sentiment que pour eux, il y a des préoccupations partagées, des centres d'intérêt partagés, et qui font... Enfin, le youtubeur est vécu presque comme un ami distant, un ami où effectivement la relation a l'air d'être à sens unique, mais où les adolescents le vivent vraiment comme... ont vraiment le sentiment de vivre une relation, en fait, avec le youtubeur. Si je peux rebondir sur ce point... effectivement, je pense que, ce que j'observe par rapport à mon terrain, c'est que les booktubeurs construisent une impression de proximité et construisent une impression de symétrie, quand bien même la relation dans les faits est une relation asymétrique. Il suffit de prendre l'exemple de l'usage qu'ils font d'Instagram et notamment des stories pour instaurer cette espèce on va immiscer, on va engager encore plus la personne dans notre quotidien et on lui répond. Et je rappelle que sur Instagram, on répond comme un texto. Donc déjà, sur le dispositif, il est déjà très engageant. Et après, c'est une fracture. Cette asymétrie que vous pointez, et vous avez raison, je l'observe aussi dans mon terrain quand je discute avec les booktubeurs. Alors moi j'avais parlé de starification, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en effet, eux vivent des moments extrêmement gênants personnellement, parce que les gens les reconnaissent et qu'ils ne les connaissent pas. Et les gens, des fois, ont des réactions auxquelles on ne s'attend pas, puisqu'ils sont vexés que le booktuber ne les reconnaisse pas. Ou alors, ça peut être
pire, j'allais dire, dans certaines situations. Il y a des gens qui sont tout à fait corrects et avec qui ça se passe très bien. Il y a sinon des situations, voire d'harcèlement, qui peuvent tourner à « mais je comprends pas, c'est un peu tu m'appartiens ». Moi, j'ai eu le cas d'une booktubeuse qui m'a évoqué ce cas-là. Donc, c'est quelque chose qui est quand même très prégnant aussi sur le terrain. Et qu'à mon sens, on peut expliquer justement par cette notion vraiment de construction d'une relation, d'une proximité aussi, et qui ensuite peut certainement jouer dans l'influence de la réception. Et alors, est-ce que je continue un peu à monopoliser le micro pour revenir juste sur votre second point. Alors, vous m'avez demandé si c'était ce que j'observais pouvait être applicable à d'autres domaines culturels. Alors, de mon point de vue, je ne peux pas vous répondre parce que je pense qu'il faudrait mener une recherche sur ça. Après, au regard des présentations qu'on a eues ce matin, je pense qu'on peut se douter que quand même, je dirais qu'il y a des modalités de se faire rémunérer qui sont quand même... Enfin, il n'y a pas que la YouTube Money, on peut trouver d'autres formes de rémunération. Et là, c'est justement là, je pense peut-être, mais à vérifier aussi, une des spécificités de la communauté que j'étudie, Booktube, parce qu'en fait, Booktube est une petite communauté. La plus grande booktubeuse a 60 000 abonnés, donc elle ne dégage pas suffisamment d'argent pour en vivre. Et donc c'est une communauté qui est dans la nécessité de diversifier les partenariats et de trouver d'autres formes de partenariats sans en plus rajouter sur tout ce qui est le tabou autour de l'argent. Et donc là, il y a aussi un gros travail en tant que personne du milieu du livre, l'argent n'est pas forcément ce qui est bien vu. Là, je suppose que c'est des imaginaires sociaux qui traversent. Voilà, pour répondre à votre question. Du coup, moi aussi, je vais rebondir sur les deux trucs précédents. Ouais, sur la communauté, et moi, c'est... Alors, j'ai eu ces cas dans les entretiens aussi de harcèlement, j'en ai eu un peu, mais par exemple, une youtubeuse qui m'expliquait qu'elle avait... à la base un problème pour reconnaître les gens et que quand elle marchait dans la rue de temps en temps les gens avançaient vers elle et qu'elle bloquait et qu'elle voyait qu'ils se vexaient mais qu'elle ne savait pas si c'était des gens qu'elle connaissait ou qu'elle ne connaissait pas. Mais un cas d'une créatrice qui m'a expliqué qu'à première vue on se sentait youtubeur selon elle, enfin c'était un peu sous le coup de la plaisanterie quand on avait une jeune fille qui nous harcelait nous aussi, puisqu'elle harcelait tout le monde d'abord à l'image, puis elle était réalisatrice, puis petit à petit les techniciens, les réalisateurs, des choses comme ça. Et au début c'était la blague, c'est ah non mais t'as pas eu ça, t'es pas vraiment dans le YouTube game. Et puis dès qu'on l'a, finalement on est dans le YouTube game. Donc il y a quand même des choses comme ça effectivement. Mais en l'occurrence eux me faisaient part. Alors encore une fois c'est des gens qui sont venus sur les collectifs, qui sont peut-être pas venus directement en tant que youtubeurs avec le même parcours, mais plusieurs m'ont fait part de cette construction, mais cette construction aussi volontaire, d'essayer de répondre, des choses comme ça. Notamment une personne qui on était en entretien en terrasse, il y a eu un selfie d'une adolescente qui avait les larmes aux yeux et il fait c'est bizarre, on est dans la rue, on a des selfies d'adolescentes qui ont les larmes aux yeux, qui sont folles de nous et puis on ne sait pas tous les mois si on va payer notre loyer ou pas. Donc effectivement c'est quelque chose qui est prégnant pour eux. Mais c'est quelque chose aussi qui construit. Il y en a et je pense qu'on peut faire un parallèle peut-être avec les groupes de musique sur la notion d'authenticité aussi par exemple. Un qui me faisait ça, moi au début j'étais pas pour Instagram tout ça, c'est ma copine qui m'a dit tu sais quand t'étais jeune t'étais content de voir les interviews de Nirvana, les photos de Nirvana, tu te sentais un peu plus proche d'eux, et lui il le faisait pas tant pour construire une communauté d'un point de vue, il y avait sans doute cette idée aussi évidemment en marketing, mais cette idée de répondre et de se sentir redevable de la communauté qui lui avait offert ça, et de se dire moi j'ai du mal à comprendre qu'on puisse s'intéresser à ma vie, mais quand j'étais petit les gens dont j'étais fan je m'intéressais à leur vie donc je mets des choses. Donc il n'y a pas qu'une asymétrie, il y a une asymétrie évidemment, mais c'est pas forcément que un construit. Et juste pour très rapidement pour les rémunérations, je pense qu'effectivement il y a des rémunérations très variées et en l'occurrence moi dans mon corpus il y en a peu qui étaient rémunérés directement par la pub et pour moi bref vidéo pas vidéo web effectivement il faut modérer, il y a quand même des formats qui sont nés sur le web qui ont connu une popularité sur le web, mais globalement il y a une vraie diversité de formats qu'on peut retrouver en grande partie par ailleurs, et typiquement le podcast, Ken Kojandi avait fait du podcast à la télé, enfin adresse caméra en vertical comme ça, avait fait le festival de Cannes à la télé comme ça. Et pourquoi bref je dis que c'est un peu une fiction web, parce que ces auteurs évoluent avec le web, ça a été créé un peu sur ça a beaucoup connu une grosse notoriété sur le web, une grande partie de ces acteurs y compris des guests étaient Norman, Davy Maurier, des acteurs du web. Après c'est un contenu qui a tout à fait sa place à la télé et c'est pas mon propos, mais voilà, c'est un contenu qui pour les créateurs semble web compatible entre guillemets, pour les créateurs et pour moi aussi. Bonjour, Xavier Trop d'inaglobal.fr. J'ai une question. Alors, l'exposé de Bastien Louessard m'a fait penser à quelque chose qui s'est vu dans le cinéma, c'est le nouvel Hollywood, c'est-à-dire c'est des
par exemple Scorsese, Coppola, Lucas, Spielberg, qui étaient des jeunes cinéastes qui avaient envie de bouffer le monde, qui se sont entraidés. Lucas a écrit Indiana Jones, Spielberg a vu les premiers cuts de la Guerre des Étoiles, ils se sont tous entraidés. Ils sont devenus le nouveau mainstream. Puis après, ils ont été bouffés par ce qu'on appelle le nouvel Hollywood, avec Don Simpson et tout ça. Est-ce que du coup, et là je pense qu'en fait vos trois exposés peuvent y répondre d'une manière ou d'une autre, est-ce qu'on voit des espèces de vagues de créateurs qui veulent passer devant ceux qui sont mainstream, parce que les youtubeurs actuels, ils sont, je trouve, pour la plupart, rentrés dans le grand public, ils sont reconnaissables par tous, tout le temps. Est-ce que du coup, il y a des gens qui veulent leur passer devant, puisque ils sont le nouveau mainstream, et est-ce que voilà, il y a des espèces de manières de faire qui sont nouvelles, de nouvelles approches qui se font voir. Alors le nouvel Hollywood, pour l'anecdote, dès que je sors d'un entretien avec l'un des directeurs de MCN, il me cite ça toujours dans les entretiens de manière informelle, il y a toujours plein de choses qui sortent après, et il me parle tout de suite du nouvel Hollywood, il me fait que pour lui c'est ça, c'est vraiment une nouvelle création qui se crée, et il me cite un bouquin sur le sujet, et voilà. Je pense qu'une spécificité, mais c'est peut-être le cas aussi pour le nouvel Hollywood, mais c'est que les youtubeurs sont aussi tous beaucoup des consommateurs de YouTube, sont aussi tous beaucoup des amateurs, donc je pense pas qu'il y ait une volonté en tout cas une volonté concurrentielle et agressive de prendre la place. Par contre, il y a un positionnement, oui, par rapport au contenu des anciens. Typiquement, nous on veut pas faire du podcast, on veut faire du sketch, nous on veut faire du sketch plus long, une différenciation, mais pas forcément pour prendre la place, mais plus pour comme une comparaison, une distinction, en tout cas dans ce que j'en ai pu en voir. Vous voulez répondre à ça ou... Non. Et puis après, là-haut, et puis après. Bonjour, Vincent Manilev, journaliste sans médias actuellement, mais voilà. C'était très intéressant de pouvoir vous écouter. Effectivement, juste pour revenir sur un point, il n'y a peut-être pas de différenciation de génération de vouloir prendre la place, etc. Mais il y a une différenciation générationnelle entre les anciens, les premières vagues qui a commencé sur Dailymotion et qui regardent d'un œil un peu hautain des fois les jeunes qui parlent d'eux-mêmes, qui font du lifestyle, etc. Donc il y a un vrai clivage et il y a des fois des moqueries assez dures de l'un vers l'autre. Ma question, c'était toujours pour Bastien, c'était par rapport aux réseaux qui se mettent en place, etc. Parce que derrière, donc, il y a des networks qui placent des youtubeurs avec d'autres youtubeurs, qui les font tourner ensemble, etc. Des gens qui rejoignent des networks parce qu'on leur dit tu vas pouvoir tourner des vidéos avec Cyprien, etc. Est-ce qu'il n'y a pas, dans les interviews que vous avez pu mener, des fois un sentiment que le professionnel prend le pas sur le personnel, s'il y a un problème d'équilibre entre les deux, c'est-à-dire est-ce que je deviens ami avec tel vidéaste parce que j'aime ce qu'il fait, il est sympa, mais aussi il pourrait m'aider à avoir plus d'abonnés en faisant une collaboration, etc. Donc est-ce qu'il n'y a pas un peu ce sentiment des fois un peu chez eux, un peu d'ambiguïté en fait? Alors du coup, juste la première partie qui n'est pas vraiment une question, mais moi, sur les créateurs que j'ai rencontrés, il y avait des incitations à faire des collaborations, mais par exemple, plusieurs, y compris, si je prends l'exemple d'une personne qui a été cadre pour Studio Bagel, cadre pour Golden Moustache, qui est vraiment une des productrices historiques de YouTube, qui, elle, va elle-même dire, puisqu'elle se considère aussi comme créatrice, parce qu'elle a commencé avant, du temps presque de l'analogique, et d'ailleurs, oui, pour les générations, il y en a même qui ont commencé avant, et effectivement, eux en sont conscients. Critique parfois, mais en tout cas conscience c'est certain. Et elle, par exemple, va me dire, un jour, je lui pose des questions, des collaborations, est-ce que quand elle est chez Studio Bagel, on râle dès qu'elle amène des gens de Golden Moustache ou vice-versa, ou des choses comme ça? Et elle dit, non, nous, le web, il était à nous avant. On a commencé comme ça, on était des potes, on a fait ça avec 3 francs 6 sous. Il y a des gens qui sont arrivés dessus, c'est plus ou moins la citation, des gens qui sont arrivés dessus, qui ont vu qu'il y avait de l'argent à se faire, bon, c'est très bien, mais nous, c'est notre truc à nous, on n'avait pas besoin d'eux, on n'aura pas besoin d'eux, on pourra refaire ce qu'on veut faire. Donc si on a envie de collaborer avec des potes, on collabore avec des potes. Après, évidemment, oui, ils peuvent râler si on va faire trop collaborer d'autres talents. Mais j'ai pas vu de gens qui allaient chez Mixicom pour collaborer avec telle ou telle personne. Mixicom pouvait demander à ce qu'ils collaborent avec des talents maison, mais ils n'allaient pas chez Mixicom pour collaborer avec Cyprien. Et d'ailleurs, tous ceux que j'ai vus qui avaient collaboré avec Cyprien n'étaient pas chez Mixicom. Mais chez Studio Bagel, mais chez Golden Moustache ou des choses comme ça. Après, le professionnel et le relationnel, je l'ai pas vu, je pense c'est quelque chose, on a tendance à se projeter différemment dans un entretien et par rapport à soi. Donc c'est pas quelque chose qui est ressorti, je pense que c'est quelque chose qui est malheureusement un peu réel, enfin malheureusement en tout cas, qui est effectivement un peu réel dans les relations. Mais moi, ceux que j'ai vus m'ont plutôt présenté des relations qui existaient en dehors, et puis même
puisque pour faciliter les contacts, je suis devenu ami avec beaucoup de personnes sur Facebook, et je voyais que même étaient présents au mariage, en vacances ensemble, des choses comme ça. Donc peut-être qu'il y a un lien professionnel, mais en tout cas, c'est des vraies relations qui sont de là. Mais effectivement, je pense que c'est quelque chose qui est prégnant dans les apérotubes, ce genre de moments de rencontre, où il y a une sorte d'hypocrisie du showbiz, entre guillemets, où tout le monde est ami. Alors, je vais juste pour un point organisationnel. Donc, nous avons une question là, puis on descendra le micro à Virginie Spies, et puis ensuite, on terminera par la question de Laurent Salard. Bonjour. Bonjour, Mylène Froger, toujours étudiante en Master Pro de didactique de l'image à Paris 3. C'était une question pour Sandrine Philippe. Dans votre étude, sur la question de l'authenticité, vous expliquez que les adolescents que vous avez interrogés parlent de vraiment l'authenticité et le côté franc du youtubeur envers eux directement. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une étude du CLEMI, le Centre de l'éducation aux médias et à l'information, qui a fait une formation dans un collège, il me semble, ou un lycée, où il montre une vidéo de Cyprien Gaming en leur disant: est-ce que vous pensez que cette vidéo est une publicité et pourquoi est-ce que vous l'aimez? Et on leur explique que c'est un placement de produit et ils sont déçus. Ils expliquent que d'eux-mêmes ne regardent pas de la publicité et que du coup, s'ils avaient su que ce contenu était publicitaire, ils ne l'auraient pas regardé. Et du coup, est-ce que dans votre étude, il y a des moments où ça ressort, ce côté placement de produit et d'une certaine forme de déception de la part des adolescents ou absolument pas? Alors justement, c'est vraiment ressorti, mais chez les lycéens, les collégiens ne l'ont pas évoqué. Mais chez les lycéens, il y avait vraiment ce côté, par exemple l'entretien que j'ai cité tout à l'heure, où Antoine, donc un lycéen qui a 17 ans, qui expliquait qu'il apprécie Joueur du Grenier parce que lui, il va expliquer qu'il a fait un partenariat avec telle entreprise pour pouvoir se payer du matériel. Et ça, il le mentionne comme un exemple de bonne pratique, un exemple de pratique que lui apprécie. Et il le met au contraire de, effectivement, donc c'était probablement Cyprien Gaming ou Squeezie, en tout cas un placement de produits dissimulé, et où les adolescents, quand ils s'en rendent compte, n'apprécient pas cette pratique. Ils attendent vraiment des youtubeurs, d'après les entretiens menés, ils attendent des youtubeurs de la transparence, de l'honnêteté. Et ce matin, quelqu'un avait évoqué une vidéo de Poisson Fécond qui expliquait donc voilà quels étaient ses revenus. Et un autre adolescent a précisément évoqué cette vidéo-là en disant bah voilà, lui il montre ses comptes, il est honnête, il nous montre combien il gagne, il est sincère, il est transparent. Du coup, je peux lui faire confiance. Je peux lui faire confiance en tant que personne, donc je dois pouvoir faire confiance à ce qu'il raconte dans ses vidéos aussi. Et effectivement, c'était vraiment un critère important parmi eux pour apprécier un youtubeur. Pour apprécier un youtubeur, il ne faut pas qu'ils nous prennent pour des idiots finalement. C'est ça. Merci. Donc Virginie Spies, toujours, maître de conférence à l'Université d'Avignon et youtubeuse de la chaîne des médias presque parfaits. Merci beaucoup pour vos 3 interventions qui étaient vraiment tout à fait passionnantes. Et c'est moins une question qu'un constat et qu'un programme, en fait. Un programme pour nous tous, hein, évidemment. Parce que ce qu'on voit, en fait, c'est que... c'est qu'il y a des différences et des invariants entre les genres. Et que, de fait, il va falloir que nous fassions une typologie, si c'est possible, et une histoire, déjà, de tout cela, et des différents genres. Et dans les différences essentielles, dans ce que tu disais, Bastien, par rapport aux youtubeurs que tu analyses, qui sont ceux de la fiction, par exemple, sur ce que tu dis, qui est très vrai, hein, sur l'idée, en fait, d'aller vers la visibilité, et que YouTube serait un marchepied. C'est pas le cas de plein d'autres youtubeurs, comme ceux que j'étudie ou auxquels j'appartiens, culturels, parce que pour en connaître pas mal, et il y en a à qui on propose des émissions de télé et qui les refusent. Parce que justement, ils ont la liberté sur YouTube qu'ils n'ont pas même sur France 5. Hein. Et ça existe vraiment. Donc, ce sont des différences, évidemment. Et l'autre chose aussi, par exemple, tu parles de Swan Périsé, qu'on l'a rencontrée aussi au Frames, qui, elle, en tout cas au Frames, donc il y a 2 mois, ne se définissait absolument pas comme une youtubeuse. Aucun ne sera défini.
Aucun de ceux que j'ai rencontrés, je crois, ne se définit comme Oui, youtubeur. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que du coup, ils viennent à des festivals de youtubeurs en disant j'accepte de faire. Et on a participé ensemble à un aparté, donc à une animation en tant que youtubeur et en tant que vidéaste. Et elle dit moi je suis une comédienne. Donc ça, t'as tout à fait ça, quoi. Je suis une comédienne et il se trouve que pour exprimer mon art, comme tu le dis si bien, je participe à ça. Donc ça, c'est l'autre chose dans les énormes différences. Et dans les choses qui sont vraies pour le coup pour tous. Et là, on pourrait faire ça. En tout cas, moi, c'est là-dessus que je travaille en ce moment. C'est, par exemple, la question de parler sur les autres réseaux sociaux, faire des stories. Tous les youtubeurs le font, enfin la plupart. La question de la complicité avec le public, le regard YY. Ce que tu disais, c'est passionnant sur les imagettes. Ça, c'est vrai pour tout le monde, en vérité. Et aussi la question de la co-création et de l'aide. C'est-à-dire que c'est vrai que ça, c'est super important et qu'on co-crée ensemble, on travaille ensemble. En fait, on se prête du matériel, voire on coécrit, et les uns vont dans les vidéos des autres. Ça, c'est vrai pour la plupart des youtubeurs. Donc on a un gros programme et c'est passionnant. Merci. Pour rebondir juste sur les nuances et les distinctions, moi je trouverais extrêmement intéressant effectivement, de continuer cette recherche, et j'ai pour projet de faire une cartographie des réseaux. Et ce qui est marrant, c'est que pour l'instant, ce que j'en vois, elle semble s'arrêter donc la fiction a des liens importants avec la vulgarisation, la culture, ces choses-là, mais assez peu finalement, à part Squeezie, avec le gaming, avec la beauté, avec le lifestyle, avec les tutos. Et il y a une sorte de barrière des réseaux qui a l'air d'exister. Peut-être que je me trompe et je vais me rendre compte que non, mais y compris à Frame, y compris dans les festivals, on voit des collaborations, on voit Manon Bril qui va intervenir dans des trucs, on voit des gens comme ça, on voit Cyrus North qui intervient dans la fiction, qui intervient dans Parlons peu, parlons cul, des choses comme ça, mais pas les autres. Donc pour l'instant, mais effectivement, je trouve qu'il y a énormément de liens aussi. Bon, moi, c'était une question pour toi aussi. C'est la question sur le nouvel Hollywood puis ça me quittait dans la tête. Donc bon, sur le corpus des fictions, on voit bien qu'on est dans un processus assez classique finalement de nouveaux entrants, type nouvelle Hollywood, aussi nouvelle vague, donc qui vont utiliser finalement les technologies. La nouvelle vague s'est saisie du 16 mm. Ils ont tourné dans la rue versus dans les studios, etc. Ils ont été aussi sur des collectifs de création, donc bon, voilà. Mais en même temps, ce qui était nouveau dans la nouvelle vague, c'était l'univers, c'était le monde. Et tu dis que c'est un monde de l'art, donc on a bien vu la référence à Becker et sur les réseaux, la notion de réseau. Mais qu'est-ce que ça raconte en fait ? Quel monde dans ce monde de l'art, de la fiction sur YouTube, quel est le monde qui est raconté ? Est-ce que, par exemple, comme dans le YouTube beauté, ça élargit par exemple le répertoire des normes corporelles ou qu'est-ce que ça fait finalement à la fiction ? Qu'est-ce que ça raconte ? Alors, je ne suis pas un spécialiste des analyses sémiotiques et des analyses de contenu, donc je l'ai assez peu fait, et c'est un travail qu'il y a à faire. Mais j'aurais un peu une... Alors, juste une première chose, une précision en amont. Ils se sont saisis de ce média, mais beaucoup, par exemple, sont arrivés sur YouTube après avoir eu plusieurs projets de séries télé, acceptés par des chaînes de télé, puis finalement pas produits. Et des frustrations multiples qui ont abouti sur mettons-le sur le YouTube, et notamment des gens qui venaient du théâtre, qui avaient un retour déjà du public et qui disaient j'en ai marre, mon projet de série télé ça fait 3 ans qu'il tourne dans les tiroirs de Canal ou de choses comme ça, qu'on me dit qu'il va être produit. Un qui explique l'anecdote, donc on est plutôt sur des youtubeurs assez vieux, enfin assez vieux par rapport à la moyenne, qui explique qu'il avait une série qui était enfin dans les tiroirs de Canal, qui était sur une des 2 grilles de rentrée de Canal. Manque de pause, c'est l'année où Messier est arrivé et il a viré tout le monde, et c'est la seule année où la grille de Canal n'a pas changé à la rentrée. Et donc ce type de frustration qui aboutissent à les mettre sur YouTube. Donc c'est pas non plus c'est vraiment pas tant en termes de création qu'en termes d'être vu, de diffuser des choses comme ça. Après la nouvelle création, je pense qu'il y en a une, je pense qu'elle part un peu dans tous les sens et qu'elle se stabilisera sans doute. Je pense qu'il y a plusieurs nouvelles créations et nouveaux mondes de l'art en fait sur YouTube dans la fiction. Il y a des choses plus interactives, il y a des nouveaux formats qui sont essayés, il y a des choses... Je pense que c'est quelque chose qui va stabiliser, je pense qu'il y en aura plusieurs. Mais alors pour le coup, les analyser, j'en ai pas la compétence et je n'ai pas fait ce travail. Donc, mais je pense que c'est un travail à faire indéniablement. Alors il me reste à vous remercier de nouveau pour vos interventions, remercier aussi la salle de ses questions. Nous allons faire une pause, cela va reprendre à 16h30. Pour les intervenants et les participants inscrits par mail, nous vous invitons en salle 12-20 à venir faire la pause.